Vous êtes sur Star 21 TV, merci de nous préférer et bienvenue dans cette édition hebdomadaire. Le Premier ministre guinéen Ibrahima Kassori Fofana a annoncé récemment que les mois à venir seront durs pour les citoyens guinéens. Des acteurs de la société civile et consommateurs ont réagi à propos ce vendredi 19 mars. Mariam Barry et Alassane Souma, reportage. Les citoyens guinéens, confrontés à la cherté de la vie, devront davantage serrer leur ceinture. Dans une sortie médiatique mercredi dernier, Kassori Fofana a annoncé les couleurs des prochains mois. Il avertit que ceux-ci vont être durs. Cette annonce a été mal accueillie par le président de l'Union pour la défense des consommateurs de Guinée. Nous sommes au regret de constater que le gouvernement, au lieu de rassurer les consommateurs, est en train de nous promettre la souffrance dans les jours à venir. Et cela est une préoccupation à notre niveau. Déjà que les consommateurs sont confrontés à la cherté des prix en Guinée, et on ne peut pas comprendre aujourd'hui que le gouvernement nous dise encore que les jours à venir nous allons souffrir. Et nous, en tant qu'organisation, ne va pas accepter de croiser les bras et voir les gens faire cela. C'est pourquoi nous alertons le gouvernement à prendre toutes les dispositions utiles pour ne pas vraiment aller sur le lent et de tout faire, de réglementer les prix dans les jours qui viennent. Pour éviter ce genre de situation, cet autre activiste fait des suggestions à l'État. Il faut réduire au plus tôt que possible ce qu'on appelle le train de vie des membres du gouvernement. L'État étant très fort, qui paie des dispositions idoines permettant à la population vraiment de vivre vraiment dans une vie normale, paisible, avec l'allègement du panneau de la ménagère. Les conditions dans lesquelles vivent les Guinéens sont irritantes. L'État devrait plutôt prendre ses responsabilités vis-à-vis de la population, disent ces activistes. Le gouvernement guinéen compte mettre en place une nouvelle stratégie visant à pousser les régies financières à mobiliser plus de recettes. Pour l'économiste Dr Hamidou Barry, la stratégie doit être accompagnée par une gestion efficace de la finance publique. Il s'est entretenu ce lundi avec notre reporter Sayon Kamara. Suivez. Pour éviter un déficit budgétaire, le gouvernement guinéen a pris récemment un certain nombre de mesures, à savoir l'audit de toutes les régies financières de l'État, mais aussi la mobilisation des recettes supplémentaires. Une action que trouve salutaire cet économiste. On peut accroître les recettes fiscales sans accroître les impôts. En faisant quoi? En élargissant la base fiscale, c'est-à-dire il y a des niches fiscales qui existent, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont des personnes qui devaient être fiscalisées mais qui ne sont pas aujourd'hui fiscalisées. Vous prenez beaucoup de commerces, beaucoup d'activités dans notre pays, elles ne contribuent pas à la hauteur à laquelle elles devraient le faire. Donc il y a des niches fiscales qu'il faut pouvoir aller chercher. Donc ça s'appelle élargir la base fiscale. Donc moi je l'encourage, j'espère qu'ils vont pouvoir y arriver. Malgré les effets de la pandémie sur l'économie guinéenne, elle reste toujours plus ou moins résistante à cause des exploitations minières. Dr Hamidou Barry déplore le fait que l'économie ne soit pas basée sur le secteur agricole. Ils sont capables de créer de la richesse pour les Guinéens, c'est-à-dire pourvoyeurs de ressources à l'interne, des secteurs qui créent de l'emploi et qui créent une chaîne de valeur à l'interne permettant de faire une redistribution des ressources créées. Si on continue sur le schéma mine, ça risque véritablement de nous rattraper du jour au lendemain. Donc, l'agriculture, on en parle toujours, les investissements dans le secteur, l'agro-industrie ou les autres secteurs qui peuvent être véritablement attracteurs pour les investissements, il faut véritablement mettre la politique, l'accent vers ça. Pour construire une économie solide dans le pays, Dr Hamidou Barry invite l'État guinéen à se baser sur une nouvelle stratégie. Il estime que l'ancienne méthode a montré ses limites. L'épouse d'Ibrahima Chérif Ba, détenue politique, lance un cri de cœur suite à la détérioration de l'état de santé de son mari. Elle souhaite qu'il soit évacué le plus vite que possible pour éviter le pire. Ibrahima Chérif Barry l'a rencontré ce samedi. Suivez son explication.
Après 5 mois d'incarcération à la maison centrale de Conakry, l'état de santé du vice-président du parti UFDG est très critique. Il a eu des problèmes cardiaques récemment et est transporté au CHU Ignace Dine. Son épouse exige son évacuation dans un bref délai. Ils ont fait des examens parce qu'ils commençaient à se plaindre. Ils se sont rendus compte que les paramètres n'étaient pas du tout bons. Et c'est la même nuit même que le médecin a conseillé de l'évacuer à Ignace Dine pour un suivi parce qu'il avait besoin vraiment d'une prise en charge. Mais au-delà de tout cela, il n'a pas besoin d'un suivi ici, il a besoin d'un vrai traitement. Et c'est pour ça, moi je pense que il faut qu'on le libère pour qu'il aille se traiter. Il faut qu'on le libère pour qu'il aille faire son contrôle comme il a l'habitude de le faire. Madame Bamaïmouna sait compter sur les avocats de son mari. Ces derniers sont à pied d'œuvre pour obtenir la permission de faire évacuer son époux. Ce sont les avocats qui vont travailler là-dessus. Mais moi, je pense qu'il faut une fois encore que les autorités de ce pays comprennent qu'ils n'ont pas affaire à des bambins, qu'ils n'ont pas affaire à des bandits. Ils ont affaire à des personnalités, à des symboles de ce pays. Ils ont vécu toute leur vie ici. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont fuir pour une raison ou pour une autre. Depuis qu'Ibrahima Cherif Ba a été interpellé, Madame Bamaïmouna vit mal cette situation. Sa plus grande inquiétude aujourd'hui concerne l'état de santé de son mari, qui selon elle est très fragile. Une fille âgée de 9 ans a été violée ce jeudi 11 mars 2021 par un homme d'une cinquantaine d'années au quartier d'Emdoula dans la commune de Ratoma. Le présumé auteur serait en fuite et recherché par les agents de sécurité. Yaya Bari et Ibrahima Paye Kamara ont rencontré les parents de la victime ce lundi 15 mars. Suivez. La victime de ce viol est seulement âgée de 9 ans. Élève en 3e année, elle revient sur les circonstances. Il me demanda de l'envoyer l'eau à boire. C'est ainsi qu'il m'a pris, m'a déshabillé et se coucha sur moi. Elle soutient avoir été violée par son voisin, un certain Suleiman, âgé d'une cinquantaine d'années. Selon le père de la victime, le présumé violeur serait en cavale. Je loge à Demdoula avec un monsieur qui s'appelle Suleiman Ba. Ça fait 9 à 8 mois comme ça, on est ensemble, dans une cour. Comme il a fui, en ce moment-là, j'ai pris la fille là, avec le gendarmerie, là, on nous a allés à Lambangui, et il y avait un docteur là-bas, il s'appelle docteur Alassane. Il a fait le visite, examen sur de suite, il a trouvé qu'effectivement, il a violé la fille là. Sur la monsieur Suleiman, il a appelé mes filles pour en boire de l'eau, je vais boire. Ma fille là, il a pris le gobelet, il a amené de l'eau. En retournant le gobelet, il a dit, Hadja, viens là. Ah, pourquoi toi, tu ne me demandes pas de l'argent? Ma fille là, elle dit, moi, mon père n'accepte pas que je demande quelqu'un de l'argent. En ce moment, il a récupéré la fille, directement, il a rentré à la maison. Il a fait le viol. Le dossier est en cours comme ça. Je voudrais que tout le monde va m'aider pour récupérer l'auteur. La famille de cette énième victime de viol demande à l'État de prendre toutes les dispositions nécessaires pour freiner ces actes intolérables. À date, le présumé auteur serait recherché par des agents de la gendarmerie. Le tramadol, un médicament utilisé comme antalgique, est consommé aujourd'hui comme drogue par nombre de jeunes en Guinée. Un diagnostic participatif sur la consommation a été effectué par une ONG de la place. Ce samedi 20 mars, le coordinateur de cette ONG a dressé un constat alarmant. Bintou Souma et Alassane Souma. Cette étude sur le tramadol a été faite par 2 ONG qui prennent en charge des jeunes accros à la drogue en Guinée. Ce produit est destiné pour le traitement des douleurs intenses et modérées, mais il tend à être détourné de son usage réel, comme le constate cet acteur. D'après nos enquêtes, certains adolescents ils prennent ce produit juste pour 2 raisons. Et à certaines, ils prennent juste pour lutter contre les stress. Et d'autres, par contre, juste pour des fins récréatives. Ça crée une dépendance au niveau de ces jeunes. Donc, ils ne peuvent plus s'en passer. Pourtant, c'est un médicament qui est prescrit et contre des douleurs. Ce tramadol est utilisé par des artistes, des footballeurs, des dockers et parfois même des fonctionnaires désirant travailler sans cesse. Mais il a des conséquences. Ça amène la personne, ça le conduit dans un état dépressif.
mais aussi dans un état violent, agressif. Et ce sont des effets que cela peut créer. Mais aussi, ça peut amener aussi au suicide, aussi, au viol. Dans un état normal, une personne ne peut pas commettre cela. Mais s'il est sous la dépendance de stupéfiants, par exemple, ça désoriente, ça affecte le comportement de l'individu au sein de la société. La quantité de tramadol saisie dans le monde a atteint le niveau record de 125 tonnes. Cet activiste lance un appel aux autorités afin de limiter le trafic de ce médicament. L'État doit imposer ses importateurs de médicaments afin qu'il y ait une autorisation. Mais aussi que l'intéressé, que l'importateur puisse déposer les statistiques de répartition de produits. Mais aussi sensibiliser, renforcer le mécanisme d'information et de sensibilisation afin que ces jeunes qui prennent ces stupéfiants puissent avoir vraiment une idée sur cette substance. Mais aussi, l'État doit vraiment mener une étude réelle sur, sur la consommation de ces substances. Il faut qu'on ait des statistiques réelles sur ce produit. Seules les personnes qui ont l'arthrose, des douleurs intenses, fatigue musculaire et dans les cas chirurgie sont aptes à consommer le tramadol sur prescription médicale. Tout autre usage abusif et en dehors des structures sanitaires constitue un danger pour l'homme, selon cet activiste. Éducation dans ce journal. Ce samedi 20 mars marque la journée internationale de la francophonie. À cette occasion, notre rédaction est allée à la rencontre du chef du département Sciences du langage de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. Il est revenu sur les enjeux et défis de la langue française. Des étudiants ont aussi eu leur mot à dire. Suivez. La journée internationale de la francophonie est célébrée cette année sous le thème « Femmes francophones, femmes résilientes ». En Guinée, le chef du département Sciences du langage de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia parle de la portée de cet événement. La Guinée a été le premier pays à donner l'exemple à la francophonie, aux pays francophones, d'accéder à l'indépendance en Afrique de l'Ouest. Quand on parle aujourd'hui de francophonie, on pense immédiatement des difficultés que le pays, la République de Guinée, a rencontrées pour gérer la situation éducative en Guinée. Bon, d'après les sources, le Sénégal a consacré 45% du budget de l'année à l'éducation. Bon, ici, on est entre 15 et 20%. C'est insuffisant. La langue française est aujourd'hui menacée au profit d'autres comme l'anglais. Même en Guinée, les élèves et étudiants ont parfois du mal à s'approprier de cette langue. Cet éducateur fait des propositions. Nous avons tous le même souci, que nos étudiants viennent à l'université avec un bon niveau. Mais malheureusement, nos langues nationales ont un impact sur l'apprentissage du français. Et si on veut réellement aider nos élèves à améliorer leur niveau, il faut revoir tout le programme de l'enseignement, à la base jusqu'à l'université. Des étudiants de cette université ont aussi expliqué des facteurs qui, selon eux, ne leur permettent pas de bien s'exprimer en français. Comment les étudiants et élèves de la Guinée parlent français, il y a vraiment un handicap sur le problème là. Et ce que moi je voudrais dire, pourquoi cet handicap? Parce que je me dis, le problème c'est la base d'abord. Parce que même quand tu prends les écoles primaires, au collège, on remarque que les dames et les messieurs se communiquent plus entre eux en langue vernaculaire au lieu de parler le français. Le français manque un peu aux étudiants guinéens et aux élèves guinéens aussi. Mais cela est dû parce que jusqu'en Guinée, à part l'université ou des écoles, c'est la langue maternelle que nous parlons dans la rue. La langue française étant un outil linguistique indispensable dans l'éducation guinéenne, cet enseignant-chercheur estime que pour changer la donne, l'État et les autorités éducatives doivent mettre l'accent sur la formation des formateurs. Mamadou Aliousso est né en 1996 à Dinguiraye. Âgé de 25 ans, il est à la fois étudiant, auteur d'un roman titré Le Pardon et exerce également le métier de taxi-moto. Ce samedi 20 mars 2021, il a soutenu son master avec la mention remarquable. Mariam Bahri et Ibrahima Paye Kamara
était au rendez-vous. Suivez. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Cet adage célèbre va bien à l'endroit de Mamadou Aliousso. Cet étudiant vient de passer haut la main son master sous le thème « La protection des données à caractère personnel face à la cybercriminalité ». Major de sa promotion, ce jeune homme a un parcours particulier. Il est aussi auteur de romans titrés Le Pardon et exerce également le métier de taxi-moto. Il a bénéficié du soutien de son université. On peut contrôler bien sûr son temps quand on a de l'avenir et puis surtout quand on rêve loin. Donc c'est pourquoi au moment dont j'avais commencé à écrire, c'est quand je sors le matin, puisque les cours de master c'est seulement dans la soirée. Et le matin je sors, je me débrouille avec ma moto jusqu'à 15h. Je me retourne à la maison, je me lave, je viens à l'université. Quand je me retourne à 21h, j'écris un peu. Donc ça qui m'a permis, au bout de 2 ans, j'ai fini d'écrire. J'ai terminé mon master et puis j'ai fait mon activité. Étudiant sérieux et engagé, Mamadou Aliousso a réussi à gagner le respect de ses amis et professeurs. Il témoigne. La première impression que j'ai de lui, c'est que c'est un monsieur qui agit de manière à ce qu'il soit toujours recherché de par ses qualités humaines. Il met toujours l'humanité de l'avant. Et d'un point de vue scientifique, j'ai discuté avec lui. Ce qui le caractérise beaucoup plus, c'est la rigueur scientifique. C'est quelqu'un qui se bat trop. C'est quelqu'un qui aime la recherche. C'est quelqu'un qui aime toujours des contradictions. Donc si vous avancez une idée, s'il n'est pas d'accord, il vient avec ses idées. Vous en départez et puis vous tirez quelque chose de meilleur. Cet encadreur qui a eu le jeune auteur en cours retient de lui d'un étudiant intelligent et déterminé. Il parle d'ailleurs de son roman. Dans cette œuvre, j'ai appris quelque chose de fondamental. C'est que si on veut évoluer normalement, de façon durable, on doit accepter, pardonner. Donc c'est une œuvre qui est très enrichissante et que je passerai mon temps à la lire. Mamadou Aliousso invite les jeunes de sa génération d'accepter de se former. La formation est la seule chose qui augmente le savoir d'une personne, a conclu le jeune diplômé et auteur. Le centre d'accueil et de réinsertion sociale pour enfants déshérités traverse un moment difficile. Le fondateur n'arrive pas à subvenir aux besoins des pensionnaires. Le constat, c'est avec Mamadou Binta Diallo. L'ONG Aide aux enfants déshérités de Guinée s'occupe de 54 enfants de nos jours sous son toit. L'âge des pensionnaires sont de la tranche de 7 mois à 13 ans. La structure est confrontée à plusieurs problèmes depuis la réapparition de la Covid-19 en Guinée. Le fondateur énumère quelques-uns. Leur difficulté, premièrement, d'abord, c'est le problème de nourriture. On a aussi des manques aussi de matelas, là où les enfants se passent la nuit. On a des problèmes là aussi, puisqu'il y a certains enfants ici, c'est dorment sur les carreaux là, comme ça. Donc avec des sans-nappes aussi, avec les moustiques là aussi. Donc des fois même moi je ne dors pas, quoi, ça fait pitié, quoi. L'assistance des personnes de bonne volonté est sollicitée afin de sauver ces enfants issus des milieux défavorisés et certains orphelins. Il lance un appel. Moi j'aimerais que le gouvernement doit porter attention envers les enfants déshérités pour nous aider à avoir de l'endroit là où les enfants vont rester. L'action sociale doit nous accompagner. La direction nationale de l'enfance doit nous accompagner. Même le président de la République, puisqu'il cible les médias. Créé depuis décembre 2015, ce centre d'accueil et de réinsertion sociale pour enfants déshérités de Guinée a des ateliers de formation pour les enfants accueillis. L'ambition des initiateurs est de sortir les enfants dans les rues de Conakry en leur offrant une réinsertion sociale et professionnelle. Chaque année, l'événement Les 72 heures du livre est organisé en Guinée au mois d'avril. Une occasion de faire la promotion du livre et de la lecture. Des mesures sont prises pour la réussite de cette activité dans un contexte de Covid-19 et d'Ebola, a annoncé ce lundi l'organisateur Bitoussouma et Ibrahima Solibali. La 8e édition des 72 heures du livre en Guinée sera célébrée dans un contexte particulier et sera portée sur la place de la femme, de la jeunesse et de la paix en Guinée. Nous sommes en train de nous préparer. Chaque deuxième jeudi, on se réunit pour travailler, pour faire les choses.
avec l'ANNS, avec le ministère de la Culture, on prendra toutes les dispositions nécessaires pour que ça soit une fête réussie. Chaque année, des événements liés à l'écriture et la lecture dans les écoles et les espaces publics sont organisés. Pour 2021, le directeur général de l'Harmattan Guinée promet de rendre immortel l'auteur de Sundiata ou l'épopée Mandingue. Il a formé beaucoup d'historiens guinéens, beaucoup d'historiens africains qui vont poursuivre ses travaux. Donc en rendant hommage au professeur Djibril Tamsir Niane, on a élevé la culture guinéenne à un niveau extraordinaire. On lui rendra hommage. Ça, c'était la première étape. Pendant les 72 heures du livre, il y aura un hommage encore une fois au professeur Djibril Tamsir Niane. Le livre étant un moyen de promotion de l'éducation, le commissaire général des 72 heures du livre invite les citoyens à s'adonner à la lecture. Page noire dans cette édition hebdomadaire, un symposium en hommage à Fé Djibril Tamsir Niane s'est tenu ce lundi au Palais du Peuple à Conakry. D'importantes personnalités culturelles et politiques ont témoigné sur la grandeur de l'éminent homme de lettres et historien qui a rejoint sa dernière demeure au cimetière de Cameroun. Ibrahima Soribari et Alassane Tsouman étaient de la partie. Suivez. C'est le 8 mars dernier que l'écrivain et historien professeur Djibril Tamsir Niane a tiré sa révérence à Dakar des suites de Covid-19. Après une semaine, son corps a rejoint son pays natal accompagné d'une forte délégation sénégalaise. Accueilli dans l'émotion et la tristesse par des autorités guinéennes et la famille du défunt à l'aéroport international de Conakry, sa dépouille a été publiquement exposée dans l'enceinte du chapiteau du Palais du Peuple ce lundi. Il y a eu assez de glorieux témoignages sur la vie du défunt. Le professeur Djibril Tamsir Niane nous quitte pour toujours, mais il nous laisse comme héritage son exemple de vie bien rempli. Il nous laisse son immense production intellectuelle que nous venons d'esquisser. Il nous laisse des générations d'intellectuels qu'il a contribué à former en Guinée et ailleurs dans le monde. Il nous laisse une riche bibliothèque, faite victime d'un incendie, mais dont les dégâts ont été heureusement réparé grâce à la générosité du chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Présent au symposium de son grand-père qui a marqué son temps, son petit-fils dit ce qu'il retient de son homonyme. Il était mon premier femme à nous tous et à ceux-ci avec la légitimité dans d'en demander toujours plus. Ce départ nous emplit d'une certaine nostalgie. Nous remémorons un vieil événement, celui du 70e anniversaire des jumeaux Tanda et compagnie, entourés de leurs enfants et leurs petits-enfants des personnes qui les aiment. Comme une mère déjà vue, n'a jamais gravé dans le cœur et le monde. Encore un hommage pour la vie. Le premier avec mon départ, et certainement pas le dernier. Nous prions, nous honorons la mémoire, transmettons ton héritage, maintenant début d'éternité. Le gouvernement guinéen, à travers le Premier ministre, a présenté ses condoléances à la famille du professeur Niane et au monde de la culture. Tous les témoignages que nous avons écoutés cet après-midi, les uns aussi poignants que les autres, ont souligné avec une forte éloquence le parcours d'un homme qui, par sa naissance, sa famille, ses études et son travail appartient à chacun et à tous. Le président Alpha Condé en personne est venu se recueillir sur le cercueil de feu Djibril Tamsir Niane. Après ce symposium où il a eu droit à tous les honneurs, il y a eu des prières sur le corps. La dépouille a été transportée au cimetière du Cameroun où il reposera pour l'éternité. Djibril Tamsir Niane laisse derrière lui une veuve et 4 enfants. C'était tout, l'essentiel de l'actu de la semaine révisité pour vous. À tous, merci de l'avoir suivi. Surtout, prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Au revoir.